Mec, si on refait le film de l'Euro 2012, premier match contre l'Angleterre, on fait le match nul, mais je suis homme du match. En 2012, contre l'Ukraine, on fait un bon match, une bonne prestation, on gagne. On commence contre la Suède. On perd le match contre la Suède, mais dans le groupe, c'est le feu. C'est le bordel. La journée du match de la Suède, c'est un bordel complet. Pourquoi? Après, pour des trucs, mais vraiment... Des embrouilles ça entre va rien. joueurs, Ouais, des tensions. des tensions, joueurs, les femmes qui arrivent, il y a des Ouais. tensions entre les joueurs. On fait le match contre la Suède, on perd. Et à la fin du match, il y a des incidents dans le vestiaire. Pas physique, mais des incidents par la parole, oui, et prise de position. À la fin du match, je demande à Laurent Blanc de faire une réunion avec tous les joueurs pour essayer de calmer la chose. Parce qu'on a un quart de finale qui arrive. Après, je pense que quart de finale ou pas, même si tout le monde avait été bien, tout ce que tu veux, on tombe contre l'Espagne. L'Espagne était injouable à ce moment-là. C'est pour ça que le match contre la Suède était hyper important parce que tu pouvais éviter l'Espagne en gagnant. Oui, mais quand tu connais vraiment, si tu avais été dans le groupe, on ne pouvait pas le gagner le match contre la Suède, c'est pas possible. C'est pas possible. Tout le monde était à droite et à gauche et personne ne pensait au match parce qu'on était pratiquement, on était déjà qualifié en gros. Donc franchement, c'est là que ça se passe. Et tu joues l'Espagne. Bon, l'Espagne, ils jouent à la baballe avec toi. Je suis pas là dans ce match-là parce que Laurent Blanc et Jean-Louis Gasset, ils pensent que le côté gauche de l'Espagne, c'est le côté fort. Donc ils décident de renforcer un petit peu ce truc. Mon entrée n'est pas bonne parce que déjà, je suis déçu de ne pas débuter le match, c'est la vérité. Et 2013, on commence la saison en fait en équipe de France. Je suis déjà suspendu. 3 matchs. Il y a le match amical contre le Japon et match de qualif contre l'Espagne. Et Didier Deschamps ne fait pas appel à moi parce qu'il ne veut pas qu'il y ait un engouement médiatique avec mon retour en sélection. Je crois que c'est la première. C'est quand Paul prend le carton rouge, ce match-là. 2-0 là. Première de Varane et de Pogba. Ouais. Et donc, il y a ce truc-là, je le prends mal. Et pendant 1 an, je ne viens plus en sélection. Il m'appelle pour la tournée en Amérique du Sud. Je refuse de la faire. Je dis que je suis blessé alors que j'ai rien du tout. Mais je ne veux pas la faire. Et je reviens petit à petit en équipe de France. Mais à partir de ce moment-là, en fait, je viens parce que je suis sélectionné. Mais ma tête, elle est plus là. Parce que, en fait, comme je le dis dans le documentaire, tous mes faits et gestes sont épiés. On regarde tous les comportements. Oui, non, mais là, il est arrivé comme ça. Non, mais là, il avait son téléphone. Non, Oui, mais tu es là, en retard de 3 secondes, on te le fait payer. Et, Voilà. ça me plaisait pas, en fait. Bon, et Deschamps succède à Blanc. Là aussi, ça se passe pas très bien. Ça passait mieux avec Laurent Blanc pour le coup. Titulaire sur le barrage aller contre l'Ukraine en 2013, 2-0. Tu joues pas le retour 3-0 qui envoie les Bleus au mondial. Mais toi, tu restes à la maison. Deschamps annonce sa liste, journal de 20h de TF1. Ouais, là, il fait un truc qu'il n'a plus jamais fait après. C'est Monsieur Langue de Bois, mais d'un coup, là, la question de Gilles Boulot à l'époque, pourquoi Samir Nasri n'est pas Monsieur, je coupe du bois là. dans ce Parce groupe qu'il y avait un buzz immense autour de l'annonce de Samir parce qu'il fait une saison incroyable avec à City. Ouais. Il dit il est décevant en bleu, ses performances ne sont pas les mêmes qu'en club. Ça, il n'avait pas tort. Et il n'accepte pas d'être remplaçant. Ça, est-ce que c'était vrai? Bah, il vient de Non, le dire. mais l'accepter, non, d'une certaine manière, parce que quand tu es joueur, tu as toujours envie de jouer. Mais après, si tu es dans un groupe, tu pars pour une aventure pendant 1 mois, ok, pas de problème. À partir du moment où la concurrence, elle est loyale et que si à l'entraînement, je te montre que je mérite de jouer, fais-moi jouer, je l'accepte. J'ai déjà commencé, par exemple, avec des joueurs quand j'étais à City, et la concurrence, elle était féroce. Avec Navas, avec Milner. C'est pas grave, on va te montrer à l'entraînement que je mérite de jouer. mais... Et après, je jouais. Ça, c'est le quotidien de toutes les équipes. Mais après, quand il dit ça, il te tue là. Oui, en fait, je sais, mais après, quand tu es sélectionneur, pour moi, tu dois savoir gérer un groupe, tu dois faire tu fais tes choix. Il a décidé que pour lui, peut-être, j'allais être un problème dans son groupe. Et ça a été avéré finalement parce qu'il y avait eu un buzz avec, on parlait de livre avec William Gallas, mais autour de ce qu'avait sorti Pierre Ménès, je crois que c'était dans le livre avec Daniel Riolo en plus, je crois, ou peut-être dans son livre perso, où il disait qu'il y avait 3 joueurs entre les 2 matchs contre l'Ukraine qui avaient été voir Didier Deschamps en disant faut le sortir, en gros c'est un poison quoi. 4 joueurs. T'avais les noms, Non, et 4 joueurs. Apparemment, et j'en avais parlé avec lui une fois, avec Pierre Ménez, et je lui ai dit pourquoi tu sors une info comme ça. Il me dit parce que je l'ai eu par 3 ou 4 différentes sources. Quand on est journaliste, il faut toujours vérifier avant de pouvoir sortir une source. Il m'a dit un jour, j'ai eu Hugo Lloris sur le plateau du CFC, et je lui avais parlé, il m'a répondu d'une manière
En gros, il m'a confirmé que c'était vrai en me disant « Ah, t'es bien informé, toi ». Et je lui avais demandé, et lui, il a fait quoi? Il m'a dit non, Hugo, il a dit que lui, il n'allait pas aller voir le coach pour lui dire ça parce qu'il s'entendait bien avec toi et que tu n'étais pas un problème dans le groupe. Et il m'a jamais dit c'était qui les joueurs parce qu'il m'a dit en plus, je ne sais pas c'est qui, pour être honnête avec toi. Et voilà, après, moi, j'ai eu. À partir de 2012, déjà, ma relation avec la presse, elle est cassée. J'ai quand même insulté un joueur, un journaliste, donc n'importe quoi que j'allais faire, ça allait être multiplié par 10, par 15. Donc voilà, j'ai décidé après, quand il y a eu la non-sélection pour la Coupe du Monde, j'aurais pu, avec mes saisons encore, espérer continuer à vouloir jouer pour l'équipe de France. Mais comme j'ai su qu'il y avait des joueurs et compagnie, j'ai dit je ne vais pas faire d'hypocrite et décider d'accepter de revenir à l'Union. Tu as arrêté les Bleus à 26 ans. Oui. C'est ça, à 26 ans. Juste pour revenir sur l'histoire du ferme ta gueule avec les journalistes de l'équipe, tu en parlais tout à l'heure, tu disais qu'en fait finalement c'était pas que des critiques sur l'équipe de France que tu pouvais accepter, parce que dans le documentaire c'est notamment relaté, où on parle uniquement de foot à ce moment-là, c'est plutôt ton choix Arsenal-Manchester City qui t'avait pesé et toute ta frustration sort à ce moment-là. Ouais, beaucoup de choses. Le fait de m'avoir traité de mercenaire, lorsqu'on a annoncé que j'étais le joueur français le mieux payé de l'histoire et compagnie quand j'avais signé à City. Il y a beaucoup de regards qui ont changé à ce moment-là. Et le fait de quitter Arsenal, qui pour beaucoup, c'est une institution, c'est un top club, d'aller à Manchester City, c'était un choix qui était dicté par l'argent, alors que ça n'a pas été le cas. Si j'avais signé au PSG, j'aurais pris plus d'argent. J'avais l'Inter de Milan qui payait énormément aussi. Et pourtant, j'ai voulu rester en Angleterre parce que je me sentais bien dans le championnat. Avec le recul, toi qui es maintenant dans les médias, est-ce que tu te dis... Bon, si un joueur fait ça dans une compétition avec l'équipe de France, comment toi tu réagirais aujourd'hui? Est-ce que tu te dis que c'est une bonne chose, une mauvaise chose? Est-ce qu'il faut composer avec les critiques aujourd'hui? Surtout qu'entre 2012 et là 2026, il y a l'avènement des réseaux sociaux, tu le vois toi, aujourd'hui quotidiennement, sur Mbappé, sur pas mal de joueurs. Est-ce que quand tu es un grand joueur, tu dois faire fi de tout ça? Est-ce que tu dois te mettre dans une bulle? Est-ce que toi à l'époque, tu étais fort, pas assez fort? Comment tu l'analyses avec le recul? C'est dur parce que tu n'en es pas à la place des joueurs, de ce qu'ils vivent aussi dans leur sphère privée, parce que la sphère privée, c'est une grosse partie aussi de toi, en fait. Tu peux pas faire abstraction de ce qui se passe dans ta sphère privée en rentrant sur le terrain et dire j'oublie tout, c'est pas possible. Tu vois, moi, en 2012, et même dans ma sphère privée, j'étais pas au top. Ma mère a eu un arrêt cardiaque. Ma tête, c'était pas tout beau dans ma tête. Donc forcément, tu as des trucs, tu es là, tu rumines parce que tu es impuissant, tu peux rien faire. C'est un problème médical, je peux rien faire, mis à part essayer d'être là au maximum pour ma mère. Et je peux rien faire d'autre. Et donc, quand il y a un truc ou deux, une personne qui vient, qui parle, qui critique, qui parle sur tes choix, sur tes trucs, là, à un moment donné, c'est... Il y a aussi comment tes proches reçoivent ce truc-là. Tu dis que ta maman elle voulait que tu arrêtes l'équipe de France déjà bien avant. Ça, c'était en bleu. Tu as arrêté les Bleus à 26 ans. On disait ton image a été restaurée.